Montez le volume et rendez-vous au premier virage. Gédéon, tentative de passage de Roll, ça y est. Ah, il se tente d'accrocher. C'est prévisible, c'était prévisible. Les Prost est champion du monde s'ils ne réussissent pas. Voilà, à repartir. Voilà, c'est là où il peut y aller. Il y va, et il passe, et il se touche, et il s'accroche, et il merde. Okay, Lewis, it's hammer time. accélère. Toto? Yes. It's called a motor race, okay? Sorry? We went to car racing. This is unbelievable, guys. Can we do this for another 10, 50 years together? On a le droit de faire des erreurs, c'est un principe de base, c'est dans les erreurs qu'on apprend. Quand on fait 2 fois les mêmes erreurs, là c'est qu'on n'a pas appris. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue chez Barbecue F1 sur Radio Merguez & Co. pour un épisode consacré au Grand Prix du Japon à Suzuka. C'est le 4e Grand Prix de la saison. Et donc, après ce résultat surprenant de l'autre côté du monde en Australie, qui nous avait mis la tête à l'envers, je veux bien parler de ce doublé Ferrari avec la victoire de Carlos Sainz, nous retrouvons au Japon. Et qu'avons-nous pu voir là-bas ? Eh ben, on a pu voir un retour à la normale pour Verstappen. Et je dirais même un retour à la normale amélioré pour Red Bull, puisque même Sergio Pérez a été performant en qualification. On a vu Ferrari solide deuxième du plateau actuellement, notamment avec l'aide des stratèges McLaren. On y reviendra peut-être un petit peu. Un week-end encore difficile pour Mercedes qui a l'air un peu impuissant, on peut dire, au niveau des performances. On peut dire aussi, et c'est Niki qui va nous en parler, il a prévu un gros dossier sur le sujet, que ça sent le roussi pour notre ami Daniel Ricciardo du côté de la Formule 1. Et puis Alpine, toujours au fond, qui alimente son moteur avec un mélange d'espérance et de résignation. Bon, c'est exactement la même chose que j'ai dit sur l'émission précédente, mais c'était pour voir si vous suivez. Et autour de moi, Jacques Lafritte, pour parler de tout ça et de bien d'autres choses. On a décidé qu'on ferait une émission courte, mais qui va probablement durer au moins très longtemps. On retrouve Lance Niol, qui est toujours en plein match de Ligue des Champions. J'ai l'impression que la vie de Lance Niol est un match de Ligue des Champions, de toute façon. Comment ça va, Lance ? Bonjour, bonsoir. En tout cas, merci d'assurer toujours l'assistance psychologique pour le barbecue F1 pour mes soirées de Ligue des Champions. Les dernières se sont bien déroulées. Là, c'est déjà un petit, ça se sent déjà moins bon. Hein, mais bon, ça sent toujours meilleur que chez Alpine. Alors, j'aurais aimé vous dire que Fernando Gaspacho serait là pour l'émission, mais bon, il nous a mis une merguez à quelques minutes du départ sur la ligne. Donc bon, salut, merci Fernando. Mais on a le plaisir d'accueillir encore Niki Lanza qui était revenu sur l'émission précédente et qui est encore là, ça fait plaisir. Et oui, bonjour à tous et bonjour à toutes. Le back-to-back, ça faisait déjà longtemps que j'étais pas venu la dernière fois, mais alors là, 2 émissions de suite, il va falloir fouiller dans les archives de Radio Merguez. En tout cas, c'est cool. Et puis, avec nous, Olivier Pastis, qui n'avait pas pu être là sur l'émission précédente, qui nous avait fourni ses notes, un PowerPoint avec des qu'on appelle ça là, des bullet points, qu'il fallait absolument. Pardon. Les petits camemberts. Et il y avait aussi les petits camemberts pour la partie trail poursuite, et qui nous fait l'honneur d'être présent après, je te laisse le micro, Olivier. Comment vas-tu ? Bonjour, bonsoir, comme dirait Lens. Salut Jacques, salut Niki. Et bonjour, bonsoir à tout le monde. Okay. Ravi d'être là. Écoute, ça fait plaisir de te revoir. On va commencer tout de suite. On va faire rapidement le tour. Hein. Retour à la normale pour Red Bull. Doublé sur un circuit quand même du Suzuka qu'on a l'habitude de dire qui est quand même assez, on va dire, typique de la saison. Donc quand on performe à Suzuka, en général, ça veut dire que on est plutôt bien pour, on va dire, la moyenne du Grand Prix de la saison 2024. Et puis là, Red Bull, non pas seulement Verstappen, mais aussi Pérez ont été plutôt très performants. Quand penses-tu, toi, Olivier Pastis, de cette... surtout, je dirais, on va dire le truc... Verstappen qui écrase tout avec meilleur temps, victoire, pole, leader de tous les essais. Bon, ça,
On va dire que c'est de la bibine. Mais il y a aussi Pérez quand même qui a montré qu'il n'était pas très loin de qualif. En course, c'est un peu différent, mais qui était plutôt bon. Alors, moi, ce que j'ai trouvé assez frappant, c'est lors des qualifications où il y a eu un espèce de coup de bambou pour des doubles et champions du monde que sont Hamilton et Alonso. Quand on leur a dit, bah voilà, Verstappen, Hamilton, ils lui ont dit, voilà, puis ils sont une demi-seconde devant toi. Et le gars, il a fait, mais mec, mais où est-ce que je trouve une demi-seconde, quoi? Je suis incapable d'aller chercher une demi-seconde. Idem pour Alonso. On lui a dit, ouais, t'es à 0,15 secondes de la 4e place. Et Alonso, il a dit, mais attends, mais je peux pas, quoi. Je sais pas, et tu te dis que. Là, il a même dit, je crois que je me rappelle, il a même dit, je pensais que j'avais fait un bon tour. Il a dit un truc comme ça. Ouais. Genre, il y a une espèce d'insolence de la part de Verstappen enfin, espèce pas de compétiteur, tu sais, genre, mais de racer véritablement, de personnes qui ont envie de toujours être meilleur que ce qu'il était avant, peu importe les autres. Et c'est assez kiffant, quoi. Enfin, de voir ça. Alors, j'aime pas du tout Verstappen, mais je trouve que cette mentalité est très chouette de dire, voilà, je m'arrête pas, et c'est pas parce que j'ai 10 secondes d'avance, ouais, bah, du coup, je vais en avoir 12, quoi. Ouais, après on sait que si t'aimes pas Verstappen, c'est d'abord parce qu'il porte une casquette et que toi, tu es plutôt quelqu'un qui préfère les chapeaux. On est d'accord. Team Gapette, voilà. Ouais, tout à fait. Voilà. Ok, Niki, même sentiment, voilà, un retour à l'écrasante mainmise de Red Bull sur le championnat, cette impression même qu'on a depuis les essais hivernaux que c'est un peu, il n'y a pas de virage sur l'autoroute de la victoire. Oui. Enfin, déjà, en fait, c'est vraiment la continuité là de la saison dernière où Verstappen, voilà, il a perdu. Il a eu un problème mécanique sur le Grand Prix, sur le dernier Grand Prix, mais sans ce problème mécanique, il aurait très certainement gagné parce qu'il était. Enfin, je voyais pas Sainz le rattraper et remporter la course. Donc là, ils ont que ce soit Verstappen et même Perez en deuxième position. Du vendredi jusqu'au dimanche soir, ils ont fait Verstappen 1, Perez 2 et ils ont pas lâché. Donc oui, disons que hormis les tempêtes un peu en interne, le mercato, etc., il n'y a pas grand-chose qui pourrait priver Verstappen d'un... C'est troisième titre, du coup. Ouais, c'est ça, il en a gagné 2 de suite, donc là, ce serait son 3e d'affilée. Non, il est déjà à 3, ça c'est le 4e. Il est déjà à 3, ce serait le 4e, oui, d'accord. Ça va vite, hein. Mais toi, tu vieillis pas, Niki, donc c'est pour ça que tu vas pas passer les années, mais certains le voient plus. Je vis c'est que je suis encore dans le déni de tu comptes pas celui qui a volé à Sir Lewis Hamilton. C'est comme les supporters de l'OM qui comptent celui qui leur a été retiré ou les supporters de la Juventus. C'est ça, exactement. C'est le calendrier hamiltonien, comme on dit. Bon, Lance, toi, c'est quoi ta vision globalement de Red Bull? Est-ce qu'il y a encore des choses à dire? Bon, là, on a l'impression que tu es revenu de ton projet Blair Witch. Je sais pas où est-ce que tu enregistres l'émission, mais est-ce qu'il y a des choses à ajouter à ce qu'ont dit nos confrères Olivier et Niki? Non, oui, pour expliciter et expliquer mon petit passage un peu bizarre. Heureusement que l'émission n'est pas filmée parce que vous auriez peur, chers auditeurs. Non, mais je suis allé chercher une autre petite tablette pour essayer d'avoir un peu plus de stats parce que là, mais la data room, mon ordinateur, quand même rentabiliser la data room. Mon ordinateur n'avait plus de jus et comme je n'ai pas de tête, j'ai oublié le chargeur secteur à la maison. Donc, c'est difficile de faire fonctionner un ordinateur, c'est ça, exactement. Après, de toute façon, c'était assez attendu. On sait toujours que Suzuka, c'est avec ce type de voiture, avec ce type de Red Bull, c'est le circuit qui leur convient le mieux, avec des courbes rapides. Donc tout le monde supputait quand même, sentait que il pouvait y avoir le doublé et finalement la victoire de Max. Je pense que si tu regardais les codes des bookmakers, ça devait être encore à du 1-2. Mais par contre, c'est que Perez,
finalement continue son bon début de saison avec des bonnes qualifs, en tout cas meilleur début de saison que sa fin de saison dernière. T'as pas écouté le dernier barbecue F1, j'ai l'impression, parce qu'il s'est fait un peu après t'as eu celui-là, mais sinon sur finalement les 4 courses, on a quand même 3 doublés Red Bull, au moins 2. Oui. Donc au final, ça reste quand même, il est finalement pour une fois à peu près à sa place. Il fait des bonnes qualifs, il fait la bonne course. Voilà, ça pas trop de surprises finalement là-dessus. Il fait ce qu'on attend de lui. Voilà. Alors après, il a peut-être aussi ce point commun avec pas mal de pilotes qui peuvent être un peu en danger sur leur baquet, c'est que ça doit les motiver un petit peu pour aller chercher un contrat. Hein. Il y a un japonais, il y a un espagnol qui sont un peu dans ce mood-là, donc ça doit le motiver. Mais sinon, oui, après, même sur le reste de la saison, oui, on a l'impression que c'est une autoroute, même si Horner dans le débrief sur Sky après le Grand Prix disait qu'il y avait quand même une convergence au niveau des voitures et que ce serait quand même de plus en plus compliqué à mesure que la saison avancerait, et que tous les points qui sont pris maintenant, ça leur permettrait d'avoir un petit matelas et être un peu plus sécure si finalement sur la fin de saison les Ferrari continuent à s'améliorer et être vraiment performantes. McLaren, ça s'est un petit peu moins bien passé. Aston, ils n'ont qu'un seul pilote comme d'habitude. Et Mercedes, on en parlera. Et comme tu l'avais signalé, ça reste très compliqué. Non mais on jette pas un voile pudique sur les 5. Vas-y, Niki. Il y a un peu de politique je pense, de la part de Horner. Il peut pas dire au bout de 4 courses, oui, de toute façon, on va écraser tout le championnat et puis vous allez voir, on va remporter 21 ou 22 courses sur les 24. Il peut pas. Ils avaient fait. Il peut pas trop se permettre de dire ça, parce que si derrière ça se produit pas par le plus grand des miracles ou des catastrophes selon comment on se place, il peut perdre sa place là-dessus, quoi. Oui, bon, après il faut signaler au niveau statistique, puisque Lens commence à ouvrir un peu en train de remonter la data room là dans sa villégiature de vacances. L'année dernière, sur les 4 premiers Grands Prix, ils avaient fait 3 doublés. Ils sont partis sur les mêmes bases sur cette saison, puisqu'on a eu 3 doublés Verstappen-Pérez. L'année dernière, il y avait eu un doublé inversé avec Pérez qui avait gagné le Grand Prix de Jeddah. Alors justement, pour continuer sur la data room, ce qui fait dire aussi ça à Horner, c'est que à part McLaren qui a augmenté son écart par rapport à Red Bull, tous les autres ont réduit. Et donc c'est aussi ça qui lui fait dire que t'es sur le début de saison, donc techniquement la Red Bull est largement au-dessus, et pourtant elle a perdu la moitié de son avance par rapport au Grand Prix à Suzuka de l'année dernière, qui était déjà sur le milieu de saison, sur l'octobre, même milieu dernier tiers de saison, où tu avais déjà les autres écuries qui performaient bien et qui revenaient un peu plus dans la course, quoi. Après, c'est sûr qu'il garde une longueur d'avance. On ne sait pas encore si il y a du package et à quel niveau de qualité ils vont être amenés et sur quelle fréquence. Après, bien sûr, ça reste de l'intox, comme tu l'as dit, c'est de la politique. C'est-à-dire que même des clubs qui dans d'autres sports qui jouent la première place, ils vont pas faire une guirou en disant qu'ils jouent pour éviter la relégation, mais voilà. D'accord. Heureusement qu'il n'y a pas de relégation en Formule 1, parce que il serait capable de le lire, quoi. Il faut prendre les GP les uns après les autres. L'essentiel, c'est c'est les 25 points. 25 plus 18 plus 1 du meilleur tour. Non, mais c'est vrai que ça serait étrange que Christian Horner dise que l'important c'est d'éviter la relégation en fin de saison, parce que ça fonctionne pas. Non. En Formule 1, j'entends. Voilà.
Alors on va passer à Ferrari, les gars, parce que moi Red Bull au final, retour d'affaires normales, Verstappen qui domine largement et son coéquipier qui effectivement tient la route, en particulier sur ce Grand Prix là. Il a son baquet qui est pas confirmé pour la saison prochaine. En tout cas, il a tout à faire pour que quelque chose se passe. Il faut qu'il prouve. Du côté Ferrari, c'est un peu la même chose, puisque nous avons notre ami Sainz qui, lui, quittera Ferrari à la fin de cette saison. Il faut qu'il trouve un volant, quelque part. Et comme on l'avait dit un peu depuis le début de la saison, même avant que ça commence, notamment grâce à notre expertise assez intense au niveau de la Formule 1, c'est pas si facile que ça pour Charles Leclerc. Mais en tout cas, c'était tout de même un bon week-end Ferrari. Olivier, qu'est-ce que tu retiens de ce week-end Ferrari, sachant que en plus ils avaient quand même fait des stratégies un peu différentes pour les pilotes, donc c'était quand même intéressant. Ouais, j'ai trouvé que Charles Leclerc, qui s'est mal qualifié, a quand même super bien piloté. Et alors, je vais pas être très précis, mais je crois qu'il a tenu ses médiums pendant genre 30-35 tours, ce qui est juste considérable quand tout le monde les changeait au bout de 20 ou 25 tours. Lui, il a réussi à tenir et à les pousser encore plus longtemps. Donc, je trouve ça très chouette. Bravo, je trouve que Leclerc a mieux conduit que Sainz. Sauf que Sainz, du coup, lui, il est efficace, là. Il enchaîne les points, il enchaîne les podiums. Quand il est là, il est sur le podium. Quand il est pas là, il est pas là. Mais sinon, quand il est là, il est sur le podium, quoi. Aussi simple que ça. Ouais, ou même sur le podium, et puis voir sur des hauteurs de podium où l'oxygène se raréfie. Niki, que dire de Ferrari? Je te laisse. Enfin voilà, on a envie de parler. Peut-être, on avait dit, quelqu'un d'extrêmement drôle avait dit que Sainz c'était calife à la place du calife. Mais encore une fois sur ce week-end, mais c'est notable. Ouais. Puis je trouve que Leclerc, alors comme l'a dit Olivier, il fait une très bonne course, il pilote très bien. Je trouve aussi qu'il s'en sort bien, parce que finalement une P4 après la qualif qu'il fait, je crois qu'il se qualifie 8e, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Il part 8e. Il gratte, il gagne 4 places, bien aidé par McLaren. On y reviendra plus tard, mais donc finalement, il s'en sort mieux que ce que ça augurait, mais malgré tout, on sent qu'il est dans le dur là en ce moment, Leclerc. Il n'arrive pas à faire fonctionner la voiture comme il l'aimerait ou comme il faudrait. Il s'en plaint. On l'a vu s'en plaindre après la qualif ou après les essais libres en disant j'y arrive pas, c'est mauvais signe, ça me saoule, je trouve pas ce qu'il faut et je vois bien que ça marche pas comme je voudrais. Donc voilà, après il fait un très très bon dimanche. Maintenant c'est vrai on était plutôt habitué à avoir un Leclerc très fort sur les qualifs et là c'est dommage parce que il a une bonne voiture. Ferrari s'est aussi énormément amélioré sur les arrêts au stand et sur la stratégie, ce qui leur faisait défaut les années précédentes. Et là, c'est Leclerc qui en ce moment est un peu dans le dur, donc c'est un petit peu dommage parce qu'on se dit que potentiellement, il y a peut-être le potentiel pour aller chercher, peut-être pas chercher Verstappen, mais au moins aller embêter un petit peu Perez, etc. Mais voilà, il y a toujours un petit couac chez Ferrari. Et Sainz, qui pilote sans pression, qui est là, qui est un peu en promo, hein, promo pour dire recrutez-moi, regardez. Ce qui joue aussi en sa défaveur, c'est le deal un peu déjà fait pour 2026 avec Audi, où l'écurie qui signe Sainz là, c'est qu'elle le signe seulement pour 1 an. Et je pense que ça joue un peu en sa défaveur pour trouver une écurie là en 2025. Lens. Les perfos Ferrari sont quand même au rendez-vous. On a quand même Charles qui a l'air de coincer un petit peu. Alors peut-être que justement lui il sait qu'il est là pour du moyen terme, donc c'est peut-être moins évident d'avoir la hargne. Et que penser de ça? Actuellement sur le classement constructeur, on a Red Bull qui est premier avec 141 points. Du côté Ferrari, c'est 120, donc c'est plutôt cool.
on va dire qu'il fait le travail, comme l'a très bien souligné Niki. Ouais, tu pars 8e, donc tu bénéficies d'une super stratégie côté Ferrari, parce que c'est le seul pilote qui a réussi à ne pas s'arrêter. Alors après, est-ce qu'ils ont bénéficié du fait que la piste s'est refroidie au fur et à mesure de la course pour pouvoir essayer d'emmener un petit peu plus loin les pneus? Mais en tout état de cause, faut quand même pouvoir ne pas dégrader autant. Il faut dire qu'il a été aussi pénalisé sur sa Q3 parce qu'il avait un train de pneus de moins en soft que les autres, donc il n'a pu faire qu'une tentative. Et le 1 partout. Et donc, excusez-moi pour ce petit interlude. De plus en plus de toc, Lens, ça va devenir compliqué d'enregistrer les émissions. Non, mais surtout les gars, je fais une parenthèse, c'est Ousmane Dembélé qui a mis un but. Ah oui. Alors attention. Les bouteilles de champagne. C'est ça. Je l'ai gardé pour ça. Non, mais je pense qu'il y a même un ovni qui va s'écraser sur Paris. Non, mais en fait, voilà, et souvent le souci pour Leclerc, j'ai l'impression qu'il craque assez facilement sous la pression. Et en fait, quand il a vraiment le couteau sous la gorge, qu'il doit réussir quelque chose, bah en course, ça se traduit par une erreur qu'il envoie dans les graviers, ou on l'a déjà vu cette saison. Il rate un freinage et il laisse passer. Donc comparé à un Verstappen ou des mecs comme ça qui ont un sang-froid à faire trembler un ours polaire, il lui manque quand même. Excusez-moi, pardon. Il lui manque. Ouais, j'ai essayé de faire dans les métaphores. Elle était extrêmement réussie, cette métaphore. Non, mais pourtant, les deux, enfin, je trouve que Carlos Sainz comme Charles Leclerc, en fait, ont zéro pression. En fait, il y en a un qui sait qu'il part et qui reste avec un contrat pluriannuel. Donc, en fait, pour Charles, ça peut être aussi un petit peu. Je mettrais pas au même niveau qu'un Ricciardo, à qui on promettait un siège dans la Red Bull à la place de Pérez, et qui se prend des piles par un japonais survolté. On y viendra plus tard. Le fait que tu aies un Carlos Sainz qui est partant parce qu'il y a un gars qui est pas trop mauvais qui vient le remplacer la saison prochaine. Lui, il a vraiment il le 2-1. Donc il se prend un Vitinha qui le met. Non mais je savais, j'osais pas te le dire, mais il faut que tu passes le micro parce que j'ai déjà vu le 3e but aussi. Donc vas-y, faut passer le micro là. Finis ton passage là. Et donc et pour le coup, je pense que Leclerc il a quand même un petit peu de pression, parce que si le mec qui est donné partant, donc finalement considère qu'il est moins dans le futur de Ferrari que lui. Pas d'accord. Ça peut être un peu gênant au bout d'un moment. Donc pas d'accord dans le sens où à un moment, genre, il conduit une Formule 1, il est sous pression alors. Enfin, genre il travaille, il est sous pression. Non, ça marche pas comme ça, quoi. C'est un entrepreneur qui vous parle. Et il travaille, il est sous pression. Non mais attends, et moi je suis pas sous pression. Et les gars, Disons pour moi, il y a qu'un seul mec qui est pas sous pression en Formule 1, parce qu'il y a papa qui dirige une écurie. Sinon, finalement, et Verstappen. Et Verstappen. Et encore, Verstappen, c'est lui qui met la pression justement sur ses chefs. Mais vas-y Olivier. Hamilton n'a pas la pression. Alonso, il n'a pas la pression. Hamilton, il va où il veut, et si jamais il dit, en fait, j'aimerais bien rester chez Ferrari, il fait ce qu'il veut, Hamilton. Non, mais je trouve ça un peu facile de dire, ouais, du coup, il a la pression, Leclerc. Je l'adore, hein. Non, il est juste moins bon, en fait. C'est juste ça, en fait. Il est moins bon en ce début de saison, hein. Il est moins bon que Carlos Sainz, qui a peut-être... C'est peut-être un peu l'effet Pérez aussi, tu sais, genre, en fait, t'es dans un moment un petit peu compliqué où, du coup, t'as beaucoup de choses à prouver, parce que tu sais que, en toute logique, dans 2 ans, tu vas chez Audi, 3 ans, tu vas chez Ferrari, et que, en fait, tu vas
mais t'as une année bâtarde où tu sais pas trop où tu dois aller. Donc, en fait, tu dois convaincre des personnes. Donc, en fait, peut-être qu'il surperforme Carlos Sainz, exactement comme Perez surperforme peut-être. Tu vois, donc il y a peut-être ça. Hein, ça enlève pas du tout du talent de Charles Leclerc, mais c'est peut-être ça qui se passe en ce moment. Et tu peux pas surperformer toute une saison. Donc peut-être que les après vont s'inverser au bout d'un moment. Okay. Qu'est-ce que tu en penses, après, Niki? est-ce que juste après, pour répondre à Olivier, est-ce que finalement ce qu'on reprochait à Sainz, c'est son irrégularité, et que là finalement son niveau moyen, s'il est régulier, est-ce qu'il n'est pas supérieur à Charles Leclerc? Oh non, je pense pas. Niki, juge de paix. Oh non, je pense pas. Franchement, Sainz, il a des. Moi, Leclerc est surcoté pour moi. Donc après. Non, oh là là, j'ai pas eu le temps de couper le micro. Oh non. Aïe. Oh, c'est mais le problème, c'est que je suis pas loin d'être d'accord avec Lens sur le fait que Leclerc. Qu'est-ce qui se passe? On voit, je l'aime beaucoup ce pilote, mais quand il dit que quand Lens dit qu'il supporte pas la pression, etc., c'est un peu la réflexion que je me suis déjà faite par le passé. Et je me suis fait la réflexion aussi il y a 2 semaines là en Australie, où finalement il a peut-être pas les épaules pour être champion du monde. Et finalement, voilà, sa place c'est 2e, 3e. Un excellent pilote, un très bon pilote de sa génération, mais peut-être pas de la classe des Verstappen, des Hamilton, etc. Ils sont pas encore. Par contre, Ferrari, sur le encore, niveau moyen, pardon. Je disais qu'ils n'y étaient pas encore pour être champion du monde. Ils se projettent, je pense, sa saison, même à l'heure actuelle, même Carlos Sainz. Oui, non, mais même, je pense qu'en fait, d'ici 3-4 ans, Leclerc, on pourra en tirer les conclusions. C'est-à-dire que, il lui manque peut-être ce petit truc en plus qu'ont les immenses champions et que peut-être que lui n'a pas, mais j'espère me tromper. Et après, c'était sur le niveau moyen. Pour le coup, je suis pas du tout d'accord avec Lens. Sainz, certes, il a des pics de performance qui sont hauts, voire même très hauts parfois, mais ça dure jamais longtemps. Ça dure 2-3 grands prix. Et après, pendant 3, 4, 5 grands prix, on se demande comment il a fait pour avoir son volant. Faut se rappeler que, il y a eu des grands prix quand même assez catastrophiques l'année dernière et des sous-performances assez répétées. Franchement, sur le niveau moyen, justement, j'estime que Sainz c'est un pilote moyen. Donc, mais qui est capable de sortir, le grand jeu 1 à 2 fois par an. Et effectivement, 1 à 2 fois par an, parfois, ça suffit à marquer les esprits, à gagner un grand prix et avoir des pics de performance très très hauts. Il y a un vaste débat, je pense qu'on n'arrivera pas à trancher, en tout cas on peut signaler quand même une bonne saison pour l'instant de Carlos Sainz, et Charles Leclerc qui normalement, de ce qu'ils organisent chez Ferrari, qui est censé être supérieur à Carlos Sainz, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils conservent Charles Leclerc et qui font dégager Carlos. Et il faut constater que pour l'instant, après 4 Grands Prix, la hiérarchie est inversée. Tu voulais ajouter quelque chose encore, Lens? Même si je crois que Leclerc est quand même devant encore au niveau point, au classement pilote. Mais il a pas fait la panacée. Ça viendra peut-être. Hein. Mais... Oui. Après, moi, je me pose aussi la question, qu'est-ce que ça signifie pour Leclerc, la venue de Lewis chez Ferrari? Est-ce que c'est pas aussi un aveu pas d'impuissance pour Leclerc, mais est-ce que finalement, tu te dis du côté de chez Ferrari, 2025, s'il y a la convergence des voitures, avec la grille qui explose dans tous les sens, avec une Ferrari qui sera peut-être jamais aussi proche que la Red Bull sur cette période d'aérodynamique. Est-ce que finalement, tu te dis, tu mets pas toutes les chances de ton côté à faire ce duo de pilotes pour au moins, si ce n'est aller choper
le titre de champion du monde pilote. Oui. Est-ce que tu veux pas le championnat du monde constructeur? Est-ce que justement ils le sentent pas et qu'ils se disent avec un Leclerc ça serait peut-être un peu trop juste et tu vas chercher Lewis pour son expérience, pour son développement en 6 voitures, Après, on avait dit que ça pouvait être vécu un peu comme un coup de pression, un coup de pression pour Charles Leclerc. Après, c'est le transfert du millénaire, c'est le transfert du millénaire. On va passer à McLaren parce qu'il y a quand même des choses à dire de leur côté. On avait eu cette belle qualification de notre ami Lando Norris. Et puis un peu en course ça a un petit peu coincé et puis on peut parler je pense on va aborder le sujet aussi de la hiérarchie des pilotes de ce qui se passe avec Piastri en tout cas pour l'instant cette saison. Lance, je vais te repasser le micro parce que là je vois que il y a pas de but à venir. Là je pense que le score est terminé, il y a pas de but à venir. Tu peux y aller, mais voilà, qu'est-ce que tu as retenu de ce week-end de McLaren? Ils étaient bien et puis au final pas tant. Il y a Norris, peut-être qu'au niveau de la stratégie, ça s'est un petit peu moins bien passé. On attendait aussi un petit peu mieux avec des conditions un peu plus fraîches au cours de la course qui sied toujours mieux à McLaren. Donc petite déception là-dessus. Ils sont aussi tributaires de la bonne stratégie avec Charles qui réussit à gagner à gagner des places et donc à reléguer. À reléguer. C'est pas. C'est Norris. Il termine derrière lui, mais c'est surtout c'est Piastri qui est où on voit que l'année de sophomore est quand même un petit peu plus compliquée, peut-être du mal à se mettre un petit peu en route. Donc pour le coup, là où on pouvait avoir des doutes sur le leadership de Norris fin de saison dernière, avec un Piastri qui était quand même bien là, qui le titillait sur certaines courses, voire qui finissait devant lui. Là, c'est beaucoup plus compliqué et Norris reprend vraiment le lead et sur cette course, il l'affirme. Hein. Je crois on doit être à du 4-0 sur le début de saison, même sur les qualifs. Je crois que Norris est devant à chaque fois. Donc après, bien sûr, c'est particulier sur cette course-là où les McLaren se sont un petit peu plantés par rapport aux autres. C'est les seuls à perdre du temps par rapport à Suzuka l'année dernière. Ils finissent plus loin de Verstappen qu'à Suzuka 2023. Donc, donc un petit coup de moins bien, à voir comment ça va se passer en Chine dans 15 jours, mais mi-figue, mi-raisin sur cette course pour McLaren. Ok. Olivier, quelque chose à dire du côté des Oranges? On sait que tu es un grand fan d'Oscar Piastri, que son départ d'Alpine t'avait quand même mis son dessus-dessous. Comment ça... Comment Ta non-arrivée. Ta non-arrivée, oui. Pour être précis. On sait que tu aimes la précision, excuse-moi. La non-arrivée et le contrat virtuel qui était en token NFT qui n'avait pas été validé par la blockchain. Ça t'avait mis en cours. Quel sponsor principal de McLaren? Nous sachons que c'est une boîte de Bitcoin, des trucs comme ça. Non, blague à part. Je pensais qu'en fait, qu'il y avait une espèce de couac lors du Grand Prix autour des arrêts de Lando Norris et qu'il en avait fait un de trop sous la pression de Russell. Visiblement, en fait, sa voiture avait un souci et donc du coup, cet arrêt était peut-être pas stratégie. C'était peut-être pas de la merde. C'était la mécanique et pas de la stratégie. Voilà, il y avait peut-être ça, quoi. Non, mais du coup, c'est quelque part là, il se positionne en troisième force du plateau et c'est plutôt chouette. Pour moi, Norris a toujours été supérieur à Piastri, mais c'est logique, hein, il est plus vieux, il a plus d'expérience. Et je serais pas surpris que Norris ait des ambitions de changer de baquet pour l'année prochaine. Il va y avoir beaucoup de changements et
ouais, si jamais un Pérez part, et ben pourquoi pas un Norris viendrait le remplacer pour avoir une voiture plus compétitive. Voilà, donc du coup, si jamais il se place en leader de son équipe, voilà. Il y a ça aussi qui est en compte où du coup il a envie de très, très bien performer parce que les six premiers grands prix, enfin ou les 10 premiers grands prix vont définir la silly season, quoi. Donc c'est maintenant qu'il faut jouer sa carte. Ok. Niki, des choses à ajouter sur McLaren ou on va passer tout de suite au dossier que Olivier Pastis a potassé là, les flèches d'argent? Non, pas grand chose à ajouter, hormis le fait que, alors là, j'avais pas l'information sur le possible problème mécanique de Norris. Maintenant, j'ai l'impression que McLaren, là, ils perdent des places, surtout sur des petits détails, des erreurs de pilotage. Il y avait, voilà, l'arrêt au stand en même temps que Leclerc, où Leclerc ressort plus devant parce que ça se passe pas nickel, l'arrêt au stand. Je crois que ça doit être Piastri, se fait dépasser par Russell suite à un léger blocage de roue au moment où il faut pas, donc Russell en profite. Enfin voilà, c'est vraiment des petites erreurs qui leur coûtent beaucoup sur ce week-end. Piastri, ça fait plusieurs fois quand même que ça fait 2 grands prix d'affilée, je pense, où il commet des petites erreurs par-là, enfin des petites erreurs. Des petites erreurs, des petits sautes de concentration, mais qui peuvent leur coûter cher et qui là ce week-end leur ont coûté cher. Ok. Mais effectivement, ouais, comme l'a dit Olivier, pour moi c'est la 3e force du plateau là actuellement. Bah c'est largement. Mais c'est la transition pour parler des flèches d'argent qui ratent leur cible, n'est-ce pas, Lens? Confirmation. Circuit après circuit que pour Mercedes c'est compliqué. Tu avais déjà parlé de Hamilton qui avait fait des qualifs, qui a fait un tour de qualif qui était super sympa. Mais là non, on n'était pas au final, globalement ça va pas. Ah non, mais comme tu l'as très bien dit en préambule sur la présentation du circuit, quand t'as Lewis qui pense faire un bon tour et qu'il est à une demi-seconde de Max, t'as presque tout dit, quoi. Enfin, on en est à ce niveau-là. Et le pire, c'est que si Alonso avait un vrai copilote, un vrai deuxième pilote à côté de lui, Mercedes serait même peut-être la 5e force du plateau. Okay. Actuellement. Ils sont 4e parce qu'ils ont un duo de pilotes qui est largement au-dessus en valeur intrinsèque. Si t'enlèves la voiture qui est apparemment assez compliquée à piloter, peut-être un peu moins pour George qui réussit encore une fois à être devant Lewis à la fin de la course, mais même les qualifs c'est compliqué, donc voilà, on est en mode on laisse passer l'orage. Ils vont essayer peut-être de faire un petit peu mieux sur la suite, mais j'ai pas forcément entendu s'il y avait des améliorations, des packages qui arrivaient très prochainement pour essayer d'améliorer tout ça. Donc après, Olivier, là, ils font comme ils peuvent. Ok, Olivier, c'est bon, ça y est, il y en a marre, t'as ramené les mercos au garage, c'est terminé là. On arrête le leasing, on a mis un terme au leasing. C'est terminé. J'ai tout revendu. Bon, maintenant j'ai que les Aston Martin. C'est beaucoup plus simple. Ok. Non, en vrai, bon, c'est pas une surprise. Un circuit comme Suzuka avec des virages rapides, là où la voiture, où tu as une grosse Vmax, la voiture, elle n'a pas une très grosse Vmax, et puis elle n'est pas rapide dans les virages rapides. Donc, bon, forcément, dans les points, c'est bien, tu vois. Non, mais c'était pas un circuit pour eux. Par contre, ce que je trouve assez flippant, donc Lewis Hamilton finit 9e. Oui. Souvenons-nous de la qualification quand il dit franchement, je crois que j'ai les meilleures sensations depuis ces 3 dernières années. Ouais, c'est ouf. P9, nickel. Ouais, mais c'est chaud. Hein. Après, il a eu des dégâts sur la voiture, non? J'avoue que là, mais il me semble qu'il laisse passer son coéquipier devant lui, etc. Oui, mais
Ils avaient pas Ah la- oui, ça c'est grand seigneur. Non, je crois. Pardon, Moi, je crois qu'il on le laisse t'entend pas passer très bien. parce qu'il en a plus rien à foutre. Hein. Bah, Ouais. C'est vraiment pour ça. Hein. Je Il pense qu'il tient- le laisse il tient passer sa parce com. qu'il dit bon, de toute façon, allez, voilà. Ouais, c'est Perdu pour c'est- perdu, c'est- allez, vas-y. Ouais, c'est le mec qui préfère ou une nana qui préfère larguer sa moitié avant que elle-même se fasse larguer, quoi. C'est un peu C'est ça. je laisse passer Georges avant qu'on me demande à la radio de le laisser passer, quoi. peut-être, Mais peut-être, mais je pense c'est quand que même, c'est c'était quand même élégant. Et puis après, George, il est Oui. passé, mais il est pas non plus, il a fini 7ème hein, du Grand Prix, donc c'est pas non plus la grande folie. Et puis pas loin devant, il est seulement 3 secondes, 3 secondes devant, donc c'est pas ouf. Intercalé, on a Piastri. Ouais. Ok. Bon bah donc est-ce qu'on peut considérer quand même là, ça fait plusieurs saisons et puis maintenant 4ème Grand Prix. Est-ce que on les sent pas quand même avec une solution qui pointe le bout de son nez du côté de Mercedes? Niki, qu'en penses-tu? Est-ce qu'il faut cultiver l'espoir comme une plante qui pousse et qui... Non, j'arrête là la métaphore. Non, franchement, je... Ouais, pour moi, non, là, le je sais pas, zéro, là, ça ouais. paraît très compliqué. Hein, ça paraît quand même très très compliqué là pour Ok. Mercedes. Ils sont vraiment dans le creux et j'ai envie de dire surtout qu'ils devront gérer de toute façon l'après Hamilton. Donc Ouais, mais là au-delà du pilote, c'est quand même la c'est- voiture. C'était au niveau vraiment de la technique ah oui, pure oui, qu'il y a, non, il y a mais quelque chose tout qui est va pas. ouais là oui il y a vraiment quelque chose qui va pas. Je pense même que probablement qu'en interne il y a aussi des soucis peut-être enfin voilà au niveau des ingénieurs etc. Donc là oui il faut s'attendre à ce que cette année soit vraiment un peu mise de côté. 2025 une année de transition avec voilà voir peut-être le nouveau duo de pilotes, peut-être une nouvelle organisation et après je pense qu'il faut déjà se projeter sur 2026 pour Mercedes. Et quand tu vois que Toto ne devait pas venir au Japon et qu'il est venu quand même, c'est que ça doit quand même pas être la fête à la maison Ouais, c'est sûr. au sein de l'écurie Mais allemande. Donc après, quand t'es habitué à J'ai avoir cru que- quand J'ai tu as cru que t'allais gagné faire des autant révélations de... sur la vie privée de Toto Wolff, mais en fait non, c'était pas ça. C'était pas ça. Wolff, Olivier. vous êtes Wolff, il ne va pas aller à un... Les directeurs de l'écurie, tu vas sur tous les grands prix, il n'y a pas de discussion. ben après je sais pas pourquoi il devait pas venir. S'il avait il avait le chat de sa femme à garder, j'en sais rien. La nounou La nounou chat était malade. était peut-être pas là, j'en sais rien. Non, bah après il devait pas être là et pourtant Il lance des rumeurs, Lance. Tout ça parce qu'il Ouais, déteste pourtant, Mercedes. Il lance des rumeurs, Donc, c'est dégueulasse. C'est ça. Ok. Mais quelle est donc cette non bah après c'est on verra bien pour Mercedes, mais autant on disait qu'il y avait une convergence des voitures pour peut-être que cette saison 2025 soit vraiment super intéressante. Autant on voit pas cette convergence côté Mercedes, quoi. Et ça fait vraiment peur. Donc après, en plus quand tu vois ça, est-ce que tu es un nouveau pilote qui va signer pour eux à partir de 2025? Est-ce que tu as en tête le fait que si jamais c'est un nouveau motoriste en 2026, que Mercedes va revenir dans le game, et donc est-ce que tu fais un pari sur l'avenir, ou est-ce que l'écurie est vraiment touchée depuis le premier titre de Max et donc le fait que Lewis ait pas gagné, et derrière le concept zéro ponton qui anéantit les gens. Après, on sait que aussi qu'il y avait pas mal de gens qui étaient partis. Donc oui, c'est vraiment une mauvaise passe, et pour le coup, on ne sait pas si on les sent mal. Franchement, on les sent très mal. Moi, j'ai l'impression ouais. que la clé là, elle est dans une botte de foin avec l'aiguille, et que pour la trouver, Toto n'a pas pris le détecteur à métaux. Niki, alors c'est bizarre parce que pour ceux qui nous écoutent, ils voient pas ça, mais j'ai toujours l'impression qu'il lève la main pour parler, mais en fait c'est son fond d'écran. Ce qu'il a mis en fond d'écran, Daniel Ricciardo qui dit soit au revoir, soit bonjour, je sais pas. Banana mère. Alors à l'époque où j'ai téléchargé le fond d'écran, il disait bonjour parce que c'est quand il est revenu chez
AlphaTauri. Et là, on en parlera un peu plus tard, mais Bah là, on va passer sur Aston, mais je sais pas s'il y a beaucoup de choses à dire sur Aston. Olivier, toi qui t'as tout changé la panoplie Mercedes pour Aston, t'as des choses à dire en plus de Lance Stroll qui quand même, on le dit saison après saison, mais on a fait un peu on s'est habitué maintenant. Lance Stroll qui, je sais pas, il a été éliminé en Q1, je crois, de qualif. Ouais. Qu'est-ce que t'as à dire? Lance Stroll, c'est une grosse pipe. Fernando Alonso, c'est un sacré champion du monde. On voit la différence de classe, la différence se voit au pilotage, au résultat final. Il y en a un qui est dans les points, l'autre non. Merci, c'est tout pour moi. Ok. Niki, quelque chose à ajouter quand même? On avait dit que Aston a été décevant sur cette saison, en tout cas bien évidemment par rapport à la saison dernière. On a vu Fernando qui était pas mal quand même. En qualif, il était plutôt pas mal, mais un peu en retrait évidemment, mais quand même à haut niveau. Est-ce qu'il y a des choses à dire sur eux, ou est-ce qu'ils seront à leur place, c'est-à-dire à la lutte avec Mercedes sur cette saison? Ouais, ils sont totalement à leur place, et comme disait Lens tout à l'heure, en fait, Mercedes est quatrième force du plateau parce qu'ils ont deux bons pilotes, là où Aston n'a que Alonso, et Stroll il fait de la figuration, hein. Mais bon, voilà, c'est pas une nouveauté. Ok. Donc voilà, ce qui revient, c'est Stroll direction Pôle Emploi ou France Travail, ce serait quand même pas mal si papa pouvait lâcher un petit peu de lest et se trouver un deuxième pilote, ce serait quand même d'accord, parce que ce serait quand même bien. On va revenir sur les qualifs pour les donner en détail. On avait quand même Lando Norris qui s'était mis à la 3e place derrière les Red Bull, suivi de Sainz et Alonso qui était juste derrière à 4 millièmes de Carlos Sainz, donc c'était très serré. Et puis derrière c'était Piastri, Hamilton, Leclerc, Russell, Tsunoda qui avait réussi à se mettre en Q3, et on avait un Lance Stroll qui avait fini même derrière Esteban Ocon en qualification. Takuma Sato c'est même pire que ça. C'est-à-dire que sur la Q1, Lens finit 16e, P16, ouais. Et Alonso est P2. Ouais, c'est affligeant. C'est là vraiment l'écart, c'est qu'il y en a un qui en a absolument, on va dire les termes, il en a rien à foutre. Il est là en touriste. Bon, après c'est du touriste qui prend quand même un petit peu de risque parce que bon, on va dire que c'est quand même, faut quand même pouvoir y aller. Mais ouais, je sais pas si Lens va faire du kart. Okay. Il y en a des pas mal dans le 91. Vas-y, hein, éclate-toi. Tu demandes à papa, il t'offre un abonnement, comme ça tu peux faire 30 tours dans l'après-midi si tu veux. Mais non, après, je pense qu'Aston Martin, tant que la voiture sera pas vraiment là pour jouer la gagne, Lens il restera. Je pense que si vraiment le jour où ils peuvent s'installer sur faire très très régulièrement des podiums, finalement comme début de saison dernière, peut-être si ça dure sur une saison, il y aura peut-être quelque chose. Mais tant que la voiture sera 4e, 5e, que le constructeur sera loin, Lens il restera dans sa voiture. On le dit, c'est le seul pilote aujourd'hui. On a parlé on a parlé de 14 pilotes qui étaient fin de contrat en 2024. Il y a les autres, il y en a 5 autres où on connaît la date de fin, et il y en a un, c'est toujours pas. Oui, il est en CDI. Ok. Donc voilà, je pense que tant qu'Aston ne jouera pas la gagne niveau championnat constructeur, il restera. Là, ils vont probablement jouer un duel assez serré avec Mercedes, voire on peut imaginer, ça dépend de ce que fait McLaren, mais McLaren on les sent un peu en 3e position. On verra ce que ça dit. Mais j'étais en train de dire que Takuma Sato n'était pas là ce soir, il n'était pas disponible, mais qui nous a quand même laissé encore une fois une pastille un petit peu bizarre, et je pense qu'on tient peut-être une nouvelle rubrique pour cette saison de 2024. Écoutez ça. Salut à toutes et à tous, ici Takuma Sato, et on se retrouve pour la nouvelle théorie du complot de la semaine. Depuis son retour,
Daniel Ricciardo est l'ombre de lui-même et il se pourrait bien qu'il prenne la porte rapidement. Et si je vous disais que tout ceci était un plan orchestré dans l'ombre par Carlos Slim et Checo Pérez ? Vous n'êtes pas sans savoir que le pilote mexicain est sous le feu des critiques depuis la saison passée. Or, depuis le retour du souriant australien, on laisse de côté Pérez pour se concentrer sur les performances décevantes de Ricciardo. On appelle ça un contre-feu. Le retour en F1 de Danny Ric a été savamment orchestré par le clan Slim pour détourner l'attention des médias et des fans sur le niveau de son protégé Sergio Pérez. Alors que les discussions tournaient sur le remplacement de Pérez chez Red Bull, il est maintenant acté qu'il faut remplacer Ricciardo chez Visa, Cash App, PayPal, Tricount, Magic the Gathering, OnePlus, Maybelline, L'Oréal, Marmite, Racing Bulls. Et il est même dit que Pérez a signé une prolongation chez Red Bull. La vie est bien faite, non ? Allez, je vous laisse réfléchir à ça et on se donne rendez-vous à Shanghai. Je vais tâcher d'arriver à pied par la Chine et surtout, n'oubliez jamais que rien n'est jamais le fruit du hasard. Il y a encore une fois des sacrées révélations de la part de Takuma Sado. Voilà, il parlait de Daniel Ricciardo avec Yuki Tsunoda qui lui a marqué des points, mais on a vu Daniel Ricciardo se sortir dès le premier tour de ce Grand Prix. Est-ce que vous avez des choses à dire sur cette histoire de Daniel Ricciardo qui quand même on avait annoncé qu'il avait que quelques Grands Prix là maintenant pour prouver sa valeur et visiblement il n'y parvient pas. Olivier. Ce gars avait quand même été retourné en Formule 1 avec cette espèce de voix royale de la sympathie, de l'amour qu'avait Red Bull pour lui, pour que, il reprenne le siège de Pérez. Il a une voix royale et il a réussi à flinguer ça par son sourire ne suffit pas à combler son manque de performance. C'est quand même assez fou la différence qu'il y a, alors que Tsunoda est quand même moins expérimenté que lui. Il fait des meilleures performances que lui. Là, quand tu regardes les qualifications, genre Ricciardo qui était en P10, je crois, qui était qualifié pour la Q1, et qui lui prend sa place, oui. Tsunoda. Ça fait mal, ça. Regarde le manque de confiance quand tu regardes le départ, freinage au premier tour, au premier virage, il freine mais vachement tôt. Qui passe à droite, bam, Mini Yuki est là encore et il passe. Et puis après, le pauvre, après l'accident, tu sens qu'il est dépassé par tout le monde. Il sait pas trop où aller. Il se dit attends viens, je vais me mettre sur le bas côté à droite. Ah merde, vrai. Il est un peu perdu sur ce départ de Grand Prix, mais globalement, il avait toutes les cartes en main. Fallait juste jouer en fait, et il a mal joué. Et tu te dis c'est un peu dommage pour lui. Je pense que son tour est passé. Je pense que Pérez lui il fait le job, et donc la place de Pérez est de moins en moins disponible à mon avis quoi. Pour lui ça c'est certain. Mais après ils ont déjà dit que Tsunoda c'était pas possible donc ok. Est-ce que Niki, Lance, vous avez des choses à ajouter sur Daniel Ricciardo ou les performances de je sais même plus effectivement, personne ne sait comment ça s'appelle. Tsunoda, ça devient Racing solide Bulls, un peu, ça devient 7 points du côté Racing Bulls, 7 points de Yuki. Niki, vas-y. Ouais, non mais Tsunoda, on sait que la voiture c'est pas la folie. J'ai l'impression que Tsunoda il est quand même de plus en plus régulier. Il a mis du temps pour vraiment se hisser au niveau de la Formule 1. Parce que j'ai plus trop le détail, la liste de ses coéquipiers en tête, mais il était souvent surclassé par Gasly. Voilà, c'était un peu toujours le deuxième pilote chez AlphaTauri. Et là, il est de plus en plus constant. Il fait des belles courses. Là, en plus, c'est chez lui, il récupère un point, il fait une belle course. Donc, oui, voilà, ça, c'est la belle histoire. C'est cool pour lui, quoi, de récupérer, de ramener ce point. Même Pérez lui a fait un petit big up à la fin en disant je suis content pour Yuki. Donc, voilà, tu sens que je pense que c'est un pilote qui est peut-être amené à
rester à devenir le pilote numéro 1 entre guillemets de AlphaTauri pour encore quelques années. Ok. Puis quand tu sais que Racing Bulls avait 7 points, c'est Yuki Tsunoda qui a rapporté les 7 points. Hein. Ricardo, il a tout à fait. Walou. Hein. Walou, Ricardo. Voilà, Walou Ricardo. Bon, on va parler d'Alpine directement. Alors moi, comme j'ai dit, c'est toujours pareil, mais voilà, on dit qu'ils creusent et puis ils continuent de creuser le fond pour essayer d'essayer d'aller au fond pour pouvoir rebondir. On ajoute à ça quand même que par rapport aux autres grands prix, et on en a pas beaucoup parlé, mais je voulais savoir quel était votre sentiment sur ce qui s'était passé. Mais il y a quand même eu cette collision Gasly-Ocon, qui même si on savait qu'ils n'allaient pas forcément probablement marquer des points, a quand même eu des conséquences, en particulier pour notre ami Pierrot Gasly. Mais c'est quand même encore quelque chose de difficile du côté des Français. Olivier, comment t'as vécu ce week-end? En fait, des performances qui sont... Ils avaient annoncé un petit package quand même. Ils ont fait une petite amélioration, mais ça n'a profité qu'au qualif. Le discours, c'est de dire en qualif c'était mieux, mais en course c'était moins bien. Et en plus, cet incident de course. Non, je pense que personne est motivé dans cette équipe. Il y a peut-être des personnes au sein de la direction d'Alpine qui s'agitent pour s'agiter et puis qui parlent pour parler. Mais à un moment, Ocon et Gasly, c'est compliqué, quoi. Ocon avait fait une pas trop mauvaise qualification, je crois, mais il passe en Q2, mais c'est genre contre toute attente, presque. Il y a quand même Renault derrière, c'est quand même un constructeur, c'est quand même on n'est pas sur As, quoi, tu vois. Je sais pas du tout comment ça peut se finir, en fait, cette histoire. Je sais. Pour moi, on parle des rumeurs autour de la vente de Alpine. Ça commence à monter. Hein. Ouais, c'est peut-être le meilleur moyen pour Andretti d'arriver en Formule 1, peut-être, tu vois, c'est de racheter une écurie plutôt que d'en créer une nouvelle, quoi. Et c'est assez déprimant, quoi. Tu sens que ça. C'est le plus mauvais début de saison depuis qu'ils sont revenus. Là, ils sont à 0 points et ils sont, si on prend le classement précisément, ils sont derniers du championnat. Et on voit pas de perspective d'amélioration sur la voiture. Ils ont apporté des améliorations et ils finissent 15 et 16, quoi. Mais pourquoi ils sont pas plus bas? Parce qu'en fait, il y a que Sargent, quoi. Oui, parce que t'en as 3 qui sont disqualifiés. Et ils ont apporté 17 qui finissent la course. Hein. Ils sont derrière une Sauber. Mais les gars, un moment wiki, quoi. Je sais pas. Vendez votre boîte pour €1 symbolique. Ce sera tout. Il envoie du lourd, Olivier Pastis. Il envoie du lourd. Est-ce que Lance, tu partages ce désespoir? Est-ce que moi j'avais indiqué quand même mon sentiment sur le fait que il y avait un engagement assez important du groupe Renault du côté d'Alpine. On avait le patron qui venait quasiment tous les week-ends voir qu'ils étaient un peu à la ramasse l'année dernière, mais sachant que c'est encore pire cette année. Et qu'on voit qu'ils n'arrivent pas à trouver les solutions. Après, on peut aussi imaginer que l'année dernière, quand ils ont viré tout le monde, c'était pour le développement de la voiture 2024, c'était déjà un peu tard. Mais que penser de ça? Est-ce qu'ils vont vouloir remettre une pièce dans la machine par rapport à la réglementation 2026, ou est-ce qu'ils vont tout vendre un peu en catastrophe d'ici là? Est-ce qu'on a le droit d'espérer? C'est un petit peu le souci. Je parle pas du PSG. Je parle pas du PSG. Je parle d'Alpine. Côté français, c'est toujours un petit peu compliqué parce que dès que ça va mal, surtout côté Renault, t'as très vite envie de se désengager. Alors peut-être qu'ils avaient c'était peut-être vu trop beau dès le départ, avec leur fameux projet des 100 Grands Prix, etc. C'est très compliqué. En première saison, on nous avait quand même vendu qui sacrifiait la fiabilité pour la performance moteur. Donc depuis, en
en fait, Ça on marche a bien. juste envie de rire avec ça. À la limite, la première saison, c'était pas mal parce que sur cette première saison, il y a un Grand Prix qui est quand même gagné. Là, aujourd'hui, on est déjà avec Racing Bull qui a 7 points, avec As qui a 4 points. Je sais même pas si Alpine peut les dépasser, si déjà Alpine peut mettre 4 points sur la saison. On en est à ce niveau-là. Il faudrait qu'il y ait un stock car qui ait 10 voitures au tas pour un premier virage avec un drapeau rouge et que ça redémarre et que tu croises les doigts que les deux Alpines se rentrent pas dedans pour espérer prendre un point. Parce que là, c'est vrai que déjà Gasly a vraiment du mal. Pour le coup, sur le momentum, on voit vraiment que Ocon a pris l'ascendant sur Pierrot sur le début de saison. C'est encore le cas sur ce Grand Prix, même si Esteban se qualifie pour une Q2, il fait 15e de la Q2, donc au final tu te dis tout ça pour ça, finalement reste en Q3 et finis 16e, hein, tu gagnes des fins de pneus et tu augmentes ta stratégie. Et même avec ça, tu te dis que Pierrot, il est déjà pas dans une fusée. En plus, il se fait abîmer un peu le fond plat. Enfin bref, c'est vraiment extrêmement compliqué. Et là, tu te dis que ça touche le fond. Mais je pense que les mecs, ils se sont attachés une ceinture de plomb et ils restent sur le fond, quoi. D'accord. Là, les mecs, ça serait la mafia qui te met un bloc de béton pour que tu restes au fond de la rivière. Ça serait pas mieux, quoi. Enfin, et surtout, c'est que tu ne vois pas là où ils peuvent s'améliorer. Ils ont commencé. J'ai pas suivi à fond autant que d'autres Grands Prix celui-ci, mais il y avait Bruno Famin quand même qui disait que c'est bon, ils avaient commencé à alléger le poids de la voiture. Parce qu'on sait qu'ils sont en lourd déficit sur ça. Donc, ils ont commencé. Après, ça prend du temps de faire des modifications. Là, ils ont raté la voiture et donc pour rectifier le tir, toutes les écuries sont pas McLaren de 2023. Olivier, tu voulais ajouter à ce tableau très sombre d'une défaite. C'est Waterloo. Ce mec qui parle, Bruno Famin, faut pas qu'il, en fait, faut qu'il arrête de parler, quoi. En fait, il balance de la punchline, mais derrière, en fait, il n'y a pas d'effet, quoi. Mais il dit, alors maintenant, je vais taper du poing sur la table, regarde où t'en es, quoi. Putain, fais des changements. Sois Fred Vasseur, fais des changements en profondeur, tais-toi et travaille, tu vois. Moi, je l'aime pas, ce gars-là, mais après, peut-être que ça se ressent, mais je ne sais pas. Que tu l'aimes pas? Ou que lui ressent? Ouais. Que lui ressent que tu l'aimes pas? Non, que pas. Vous. Bon. De toute manière, je décroche pas ses appels, que ce soit clair. Écoute, ça, il nous l'a dit que tu répondais pas et qu'il en avait gros. Ok, il y a quelque chose à ajouter sur Alpine ou pour l'instant on les a mis on va dire en état stationnaire dans le zéro absolu, moins 273 degrés. Il reste encore 0,15. Il y a encore 0,15 avant que ça soit vraiment le froid total. Vas-y, Olivier. Dans l'absolu, en fait, on a fini toutes les équipes, vu que c'est la dernière équipe, que c'est la plus nulle, quoi. On n'a pas parlé de Haas, on n'a pas parlé de Williams. On n'a pas parlé mais on va en rester là. On n'a pas parlé de Kick. Sauber, ils ont fait un arrêt qui a duré moins de 10 secondes, quand même. Oui, c'est faux. C'est ça. C'est pas mal. Alors, si on avait eu, Sébastien Vettel. Bon, après, pour compenser, ils en ont fait 4. Sébastien Vettel n'a pas fait ces 5 infos inutiles de la semaine, mais je pense que s'il les avait faites, il aurait justement noté cette information importante. Oui. Mais c'est peut-être le moment, là on a fait 1 heure d'émission et quelques. Je pense que sur le Grand Prix de Suzuka, on a fait le tour. Et on va peut-être parler du prochain qui arrive, c'est-à-dire le Grand Prix de Chine. Ça faisait belle lurette qu'on l'avait pas vu au calendrier. Je sais pas ce que dit la data room de ce Grand Prix, mais voilà, c'est le moment d'en parler et puis de parler de nos pronostics pour ce Grand Prix de Chine. Je vais demander à Lance Stroll qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il pense d'abord de ce retour de la Formule 1 en Chine sur ce circuit. Que je préférerais un autre circuit, mais bon, on va dire qu'on est obligé d'y aller
il y a un marché là-bas, donc apparemment on peut y aller. Non, bah peut-être que Joe se sortira un petit peu les doigts pour faire pour le Grand Prix chez lui. Peut-être que on verra une Sauber en Q2. Non, je déconne. Non, mais ouais, bah après c'était dans la continuité sur la régionalisation. Ça va changer un petit peu parce que c'est vrai que c'est un circuit qui n'a pas été visité depuis un petit moment avec l'histoire de la Covid, donc ça amène un petit peu de nouveauté. Je crois pas que c'est F1 avec cet aéro ont déjà roulé en Chine. Donc le dernier Grand Prix c'était en 2019. C'est 2019 voilà, le dernier Grand Prix. Donc voilà, donc ça sera vraiment une nouveauté. Donc déjà rien que pour ça sera intéressant parce qu'on va pouvoir voir comment se comportent ces Formule 1 à fond plat et avec cette aérodynamique, pouvoir faire les choses. On a encore des bonnes courbes assez rapides. Je pense que c'est un Grand Prix qui ira encore assez bien pour les Red Bull. Donc ok. je pense que on va encore voir peut-être un coude à la portière pour Max, et en espérant que justement que les Ferrari continuent à bien progresser. J'ai pas du tout en tête les conditions climatiques, parce que même si Fernando Gaspacho n'est pas là pour nous les donner, mais il avait annoncé de la pluie pour Suzuka, il y a pas eu. Donc non. Donc la caisse de champagne elle reste au frais. Il n'y a pas eu un peu même en essai libre ou un truc comme ça. Ouais, non, mais en essai libre. Essai libre 2. Ouais. Pendant la nuit, entre les essais libres et la qualif. Il a le droit de se tromper de 48 heures. Il a le droit de se tromper de 48 heures. Excuse-nous, il y a quand même un standing élevé. On est des experts du côté de Radio Magazine Co. Voilà, 48 heures. Ah oui, 48 heures après, il y a Daniel Ricciardo tout seul sur circuit, il a fait le meilleur temps. Oui, mais il y a eu le changement d'heure. Ça fait seulement 47 heures. Pierre Gasly qu'il avait fait avec Red Bull. J'allais dire, c'est vraiment une espèce de faille temporelle qui s'est c'est hallucinant, quoi. Alors, et la dernière pole position, c'était Valtteri Bottas. Mais voilà, Victoire. Mais après, oui, c'est un circuit où il y a des grandes lignes droites, et donc on va voir ce que ça donne. Lens, t'avais fait cette présentation de ce Grand Prix. T'as un petit pronostic? Je vais rappeler quand même le pronostic, c'est important. C'est très important chez nous. Donc Grand Prix du Japon. Lance Stroll avait annoncé une victoire de Verstappen, suivi d'un Sainz, suivi d'un Leclerc. Ouais, parce que j'avais pas foi en Sergio Pérez. Non, là, je pense qu'on est sur une ligne droite Red Bull, donc on va faire Max, Sergio. Et derrière la variable. Un Norris. Oh là. Ok. Comme vous y allez, monsieur. Ça n'a pas de sens. Olivier Pastis. Tout à fait. Alors je sais pas ce que t'avais dit pour le Japon, Thomas. J'avais oublié de noter le truc, je sais plus. Normal, il envoie toujours son prono après les essais, donc. Oui, j'ai dit qu'il y avait une petite décote, bien évidemment, mais en tout cas, vas-y, je vais retrouver le pronostic de Lance Stroll le temps que tu réfléchisses à quelque chose de ton côté, mais je suis sûr que tu vas encore mettre Lewis Hamilton comme d'habitude. Moi ? Comme en 2019, bien sûr. C'est à moi de faire le prono, là ? Ben oui, Olivier Pastis, tu crois que c'est qui quelqu'un d'autre ? Moi, j'avais dit j'ai retrouvé. Verstappen, Perez et Fernando Alonso. Ouais. Parce que je pensais qu'Alonso allait faire un truc sur un Grand Prix comme ça, où tu as des trajectoires un peu différentes. Je pensais qu'il allait pouvoir faire un truc à doubler. Voilà. J'ai pas eu bon. Ah bah, c'est rien. Moi, je dirais, là, tu veux que je te dise, là, je tente un Perez-Verstappen. Oh. Perez-Verstappen. Et sur ce circuit-là, qui pourrait y aller encore ? J'ai envie de dire Leclerc. Genre il arrive puis il se débrouille mieux que Carlos Sainz, tu vois. Ok, très bien. Non, mais. Et après, ça critique mon Norris en 3, quoi. Comment t'expliques qu'est-ce qui va faire que Perez sera devant Verstappen ?
Est-ce que t'as une explication? Il y a un truc, il y a un scénario ou pas? Un truc complètement improbable qui s'avère être une roue mal fixée. Donc, du coup, il est obligé, Verstappen sur 3 roues. Un problème de pit-stop, tu vois. Un pit-stop à la Sauber, un truc rapide de 15 secondes. Donc, j'explique pour les gens qui... Parce que moi, ce que je visualise aussi, c'est un peu ça. Verstappen qui s'arrête pour faire le meilleur tour au dernier tour. Et là, crac, l'arrêt se passe mal. La roue est coincée. Et là, derrière, il y a Sergio Pérez. Lui, il était deuxième. Et il n'a pas le temps de s'arrêter sur la piste pour relaisser passer son coéquipier. Et donc, il remporte le Grand Prix malgré lui. C'est ça, non, ce que tu veux? Exactement ça, voilà. Ça va être beau. Niki, toi, de ton côté, Niki, tu avais annoncé Verstappen, Leclerc, Norris pour le Japon. Est-ce que tu vas raconter la même chose pour J'étais pas très inspiré quand même. Non, on va rester sur du classique. Alors, j'ai vu qu'il y aurait une course sprint ce week-end aux grand dames des pilotes. J'ai vu ça là pendant qu'on discutait. La F1, ils se sont dit, tiens, ça fait 4 ans qu'on n'est pas venu là. Il y a eu un resurfaçage de la piste. Et si on leur mettait moins d'essais libres? Voilà, histoire de rajouter du fun. Donc tous les pilotes gueulent et disent mais c'est n'importe quoi, on va faire une heure. Une négociation commerciale, j'imagine qu'il y a plus de pognon à se partager quand il y a 2 fois plus de. C'est évidemment ça. Plus de télé. Là, ça fait 4 ans ou 5 ans, enfin ça fait depuis 2019 qu'ils sont pas venus en Chine. Là c'est le grand retour. C'est les communistes. Forcément les communistes ont demandé plus d'argent. C'est ça là. C'est ça qui s'est passé. C'est parfaitement logique. Donc non, après sur le pronostic, il y a quand même deux belles lignes droites, dont une là qui a l'air interminable. Donc je verrais bien un Verstappen, Pérez, Leclerc. Ok. Voilà, les trois meilleures voitures. Ok, ben moi je vais la jouer safe aussi. Hein. Je vais faire ce pronostic qui est celui qui, je pense, a la cote la plus faible. Peut-être avec Sainz, je sais pas. Il y a une hésitation. Verstappen, Pérez, mais moi je préfère Leclerc à Sainz. Et puis mais j'aime bien qu'il fasse du piano en dehors de ses heures de pilotage. Ça fait plaisir. Mais j'aimerais bien qu'il se décontracte un petit peu, qu'il joue des choses un peu plus légères. Je sais pas, mais enfin bon. J'espère qu'il effectivement il a peut-être la pression et il faut qu'il se dépressurise. Bon bah les gars, est-ce que vous avez des choses à ajouter en dehors de, je sais pas où en est le PSG, mais je crois que vu la tronche de c'est une défaite 3-2. Voilà. Donc il faudra, c'est pour ça faudra aller gagner au Nou Camp. Ok. Donc en tout cas, merci messieurs d'avoir passé ce moment avec moi. Là, le soutien psychologique me touche. Merci. Par contre, t'as quand même sorti beaucoup de bouteilles d'alcool devant ta caméra. Là, va falloir faire gaffe. Là. Ouais, c'est vrai qu'il y avait peut-être autre chose que de la garniture dans les petits gâteaux que j'ai mangés. Oui. Bah, écoute, la nuit va être difficile, mais bon, il y a un match retour. Hein. Vous avez des choses à ajouter que vous avez envie de mentionner sur Barbecue F1? Peut-être si, moi je vais faire un rappel du côté de Barbecue F1 et avec certains membres du groupe de Barbecue F1, on vous conseille d'aller donner votre sang si vous pouvez, c'est cool. C'est vrai. Voilà. Allez, donnez votre sang. On est comme ça. Ben, parfait. Et vous pouvez avoir des super casse-croûtes selon les régions. Alors moi, selon les régions, faut bien préciser. Moi, je vais à la Maison du Sang et c'est vraiment dégueulasse. C'est vraiment horrible. C'est les pires repas que je fais de toute l'année. C'est quand je vais donner mon sang à la Maison du Sang. Mais j'y vais quand même parce que je me dis que c'est une bonne action et que c'est encore plus louable. Voilà. Encore plus et louable. vraiment, c'est les sandwichs Sodebo, les mauvais sandwichs Sodebo, ils sont là-bas. Et il y a même des fois où quand il y a trop de monde qui sont venus, ils sont même plus. Il y a toute une gestion logistique. J'ai l'impression que c'est la FIA qui organise c'est compliqué la logistique de la Maison du Sang. C'est la FIA qui s'en charge. Les gars, l'établissement français du sang du centre-ouest, parce que je crois que ça doit être ça, ça doit être centre-ouest,
Tu sais, moi, j'ai à chaque fois des très bons sandwichs jambon serrano, des trucs comme ça, donc ça, c'est au top. Ah, bah, c'est cool. Et finalement, qui vous donne un morceau de sucre et qui garde leur thune pour acheter du sang, hein, ça serait peut-être un peu mieux, non? Mais figure-toi qu'ils le font de plus en plus. Notamment le plasma, ils achètent le plasma. Je crois qu'ils ont annoncé qu'il y a plus d'un tiers du plasma dont ils ont besoin, qu'ils achètent aux États-Unis. Ah ouais, ça se transporte? Le plasma, ça se conserve longtemps, ça se congèle et tout ça. Et ça pour ce qu'ils ont à en faire, mais ils le fournissent aux États-Unis, sachant que ils sont contre en France le don de sang de plasma de plaquettes n'est pas rémunéré. Et ils se fournissent à des endroits où justement ça l'est. Ce qui est quand même un peu, on va dire que leur charte éthique est extensible. Bizarre. Ouais. T'as la réglementation, hein, et puis si jamais les gens donnent pas assez, en même temps. Quand t'as besoin, t'as besoin. Mais à un moment donné, il faut peut-être pouvoir trouver des solutions. Enfin, je sais pas. Moi, je trouve ça un peu incroyable. Commencer par donner des vrais sandwichs. Oui, voilà. D'abord les sandwichs, après le reste, l'éthique et la politique. Olivier, tu voulais dire quelque chose? On n'est pas l'argent, c'est secondaire. D'abord le saucisson, les gars. Moi, je sais que j'ai sur l'audition. Enfin, j'ai passé une demi-journée à Saclay pour faire des études sur l'audition de la recherche. Et je m'avais filé 30 balles. Je m'en fous des 30 balles, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a cette notion sur la recherche où du coup, tu peux rémunérer des gens. Oui, tu peux participer à des panels, etc. Et donc toi, t'as été un peu cobaye. Et c'est pour ça que depuis quelques émissions, t'es un peu bizarre. Tu te rappelles de tout. Tu te rappelles de tout de ce qui s'est passé à Saclay parce qu'il s'en passe de belles là-bas. Ça fait pas cher de la neurone quand même. Parce que leur fallait être droitier, tout ça, c'est particulier. Hein. D'accord. Non, mais je me dis que ça pour dire que pourquoi ils développeraient pas un 5 balles pour don de plaquettes, tu vois. Si jamais c'est important, enfin, si jamais on est en vrai manque. De manière générale, ils ont pas beaucoup d'argent. C'est aussi pour ça que là où je vais, les repas sont pas bons parce qu'ils ont du mal à gérer ça. Donc il y a un problème. Je pense que c'est quand même une difficulté nationale. Mais en tout cas, je te dis, depuis que t'as fait ton truc à Saclay, on t'entend beaucoup moins bien dans les émissions. Je sais pas ce que t'as fait. Alors moi, mon micro est de plus en plus mauvais, je sais. Mais on t'entend mal. Je sais pas quel est ton dispositif ou si c'est tes oreilles, mais c'est compliqué. Lance, quelque chose à ajouter? Toi aussi, t'as été l'objet d'expériences scientifiques étranges ou pas? En dehors du PSG. Il est supporter du PSG, c'est déjà une expérience scientifique en soi. Hein. Ça aurait été le cas avant 2011. Je t'avouerais qu'on était un petit peu plus seul. C'était une ambiance particulière le lundi matin quand tu arrivais et que tu étais la risée de tous. Bon, c'est un petit peu moins le cas. Tu bombes un peu plus le torse depuis quelques années. Sauf en quart ou en huitième de Ligue des Champions, où généralement tu as tendance à te faire un petit peu plus petit. Mais au moins, nous, on y est. Donc, ok, mais sur ces... à 800 millions de budget par an, vaut mieux. Sur ces... on dirait une histoire d'Alpine aussi. Mais c'était un peu anti-marseillais quand même, cette histoire, sachant que comme on est écouté dans toute la France, il faudrait tenir des propos un petit peu plus consensuels. Non, en Coupe d'Europe, je supporte Marseille. C'est-à-dire que ça heurte les oreilles de beaucoup de supporters parisiens. Mais on l'a déjà dit dans les barbecues du lundi. Moi, je supporte Marseille jusqu'en finale. Par contre, une fois en finale, je veux pas qu'ils gagnent parce que sinon ils nous saoulent après. Donc, mais sinon, là, tu vois, pour contre nationale à géométrie variable, on appelle ça. C'est ça. Contre Benfica demain, je supporterai le club français. On verra quand vous nous écouterez, mais ça sera plutôt. Enfin, on verra. Les dates et tout ça, c'est compliqué dans le podcast game. On sait plus trop. En tout cas, merci les gars pour cette belle émission. On se retrouvera après ce Grand Prix de Chine qu'on a en fait un peu l'impatience de voir parce que voilà, ça fait 2019, c'est 5 années sans ce Grand Prix. Donc on verra peut-être des surprises ou peut-être pas. Salut les gars. Ciao. Salut.
Accélère, accélère.